Donc, bonjour à tous, je suis Elodie Loubarès, la responsable du M1 Management Stratégique EAD dans la mention Management Stratégique, et je vais vous proposer une rapide présentation de cette formation. Les formations à distance que nous proposons à la faculté Jean Monnet sont pour majorité des formations qu'on qualifie d'asynchrones, c'est-à-dire que ça va ressembler à de la formation par correspondance mais à distance, donc dans laquelle les étudiants vont avoir beaucoup d'autonomie et de flexibilité pour travailler et avancer dans leurs projets à côté. On a une moitié d'étudiants qui sortent du bac+3 et qui, par exemple, veulent réaliser des stages, partir à l'étranger, améliorer leur anglais, s'investir dans des projets associatifs. Et pour les étudiants qui sont en reprise d'études, bah là, l'idée, c'est que la formation permet de poursuivre leur activité professionnelle. Ça permet aussi aux étudiants de poursuivre ou aux candidats de poursuivre une activité entrepreneuriale ou de prendre aussi en compte des contraintes personnelles liées à l'éloignement ou la santé. Ce M1, c'est une formation qui va rester généraliste en management, et ça c'est assez atypique parce que la plupart des M1, eux, sont déjà spécialisés. Là, c'est un choix qu'on a fait pour permettre d'accueillir des étudiants de différents profils et avec différents projets, et sachant qu'en EAD, on va plutôt se distinguer justement par les activités qu'on réalise à côté, et c'est ça qui va donner peut-être une coloration plus financière, plus conseil, plus marketing aux étudiants. Et de toute façon, on n'aurait pas la possibilité de décliner toute notre offre de M1 spécialisée en EAD. D'où ce choix d'avoir un seul M1 généraliste en management en EAD. Il y a la possibilité également d'étaler la progression dans le Master 1 sur 2 ans, et 2 ans et pas plus. On a plus de contraintes qu'en licence où là l'étalement pouvait être sur le nombre d'années que l'étudiant souhaitait. La seule contrainte pour faire cet étalement sur 2 ans, c'est de valider 30 crédits ECTS la première année. Pourquoi on propose ça? Parce que c'est voilà, un constat assez pragmatique, hein. Pour les personnes qui travaillent à temps plein en parallèle, c'est parfois difficile de tout mener de front, et souvent le projet est pertinent, mais comme souvent en gestion de projet, il va falloir parfois un peu plus de temps pour arriver à tout valider. Donc c'est pour aussi donner une perspective de réussite aux étudiants et ne pas mettre trop de pression, parce que évidemment, je vais en reparler, cette gestion du temps, ça va être un point un peu clé, hein. Il faut se dire que c'est une vingtaine d'heures de travail à peu près par semaine qui vont arriver si vous souhaitez participer à cette formation, et donc ça s'intègre plus ou moins facilement dans le planning des étudiants. Sachant que voilà, il suffit, hein, et on le voit tous les ans, hein, du moindre grain de sable, soit personnel ou professionnel, qui peut arriver pendant l'année et qui va un peu faire dérailler cette organisation. Dernier point, on a effectivement des frais spécifiques pour ces formations à distance, qui sont donc de 1 200 € ou 50 € pour les boursiers, plus la contribution d'une centaine d'euros à la CEVEC, donc la contribution vie étudiante et de campus au niveau du Crous, et les droits nationaux de master. Donc on arrive à peu près à 1 500 € tout compris. Il y a des frais spécifiques, particuliers pour les étudiants qui sont en formation continue, et là je vous invite à vous rapprocher de moi ou du service de formation continue pour voir les modalités de prise en charge, sachant qu'on est sur 6 000 € à peu près l'année quand vous êtes pris en charge en formation continue. Donc le M1, ça reste 2 semestres et 60 crédits ECTS. Pour obtenir le grade de master, eh bien, il faut finir le master avec un M2, et d'où voilà l'intérêt de penser déjà au type de M2 qui vous intéresse. Ce M1 Management Stratégique EAD, il est dans une logique de tube, logique tubulaire, avec un M2 à distance qui est le M2 Entrepreneuriat et Management de projets innovants. Donc ils ont le point commun d'être tous les deux à distance et d'être complémentaires. Par contre, autant le M1 est très généraliste, autant ce M2 va être très spécialisé sur ces thématiques. Et donc ça ne va pas forcément correspondre au projet de tous les étudiants. Pour vous donner une idée, c'est en général une vingtaine d'étudiants du M1 qui vont continuer dans le M2, donc dans lequel vous avez une place si vous validez le M1 et si vous candidatez à temps sur les plateformes. Dernier point d'information sur ce M2, il est lui en format plus cours du soir à distance et uniquement avec du contrôle continu. Donc ça veut dire des cours en visio le soir, par exemple de 17 h à 20 h, et pas d'examen, donc pas de nécessité de déplacement, beaucoup de travaux de groupe et de travaux individuels également. Comme effectivement ce M2 ne correspond pas forcément aux souhaits de tous les étudiants, on a aussi un accès possible à des M2 qui sont présents dans
la mention management stratégique ou dans d'autres mentions. Là, je vous en ai indiqué un certain nombre. Voilà, par exemple, si vous souhaitez poursuivre en EAD, il y a un master, le Master in Management, le Master 2, qui lui va être très très recherche. Donc ça va correspondre vraiment uniquement à certains étudiants qui souhaitent poursuivre en thèse. Il y en a assez peu, on va dire, en EAD, mais ça peut arriver à quelques reprises. Donc c'est bon de le savoir. Et également un nouveau M2 totalement à distance qui ouvre dans la mention Innovation, Entreprise et Société. Donc la mention IES, qui est le Master 2 Innovation et Transformation Digitale. Voilà, et donc je vous invite après à aller regarder plus en détail les pages des différents M2. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez, si vous sortez de la logique du tube, vous repassez dans une sélection un peu classique, et d'où l'importance du dossier et des notes, notamment du premier semestre. Mais globalement, on a plutôt de bons résultats, et les étudiants du M1 EAD arrivent assez bien à se placer dans les M2 qu'ils souhaitent. Il y a évidemment aussi des étudiants qui vont faire des M2 EAD dans d'autres universités ou qui repartent sur des M2 présentiels également dans d'autres universités. Voilà, le choix est assez large, et notamment le fait d'être un M1 généraliste va permettre un peu d'être une plateforme vers différents M2. On a aussi des étudiants qui vont passer les concours d'école de commerce et rejoindre des écoles de commerce très prestigieuses, notamment tous les ans, on a un certain nombre qui vont à l'ESSEC. Voilà, donc ce master, il va permettre un peu à chacun d'avancer dans son projet professionnel. Alors, quelques mots sur la manière dont les cours en asynchrone vont se dérouler. Vous avez donc un certain nombre de cours à chaque semestre. Au début du semestre, l'enseignant propose le mode d'emploi ou une classe virtuelle de rentrée pour expliquer un peu ses attentes et le mode de fonctionnement. Vous avez les documents en ligne et ensuite vous travaillez à votre rythme. Il y a des supports variés qui peuvent être des polis, des vidéos, des exercices, des articles. Chaque enseignant propose sa scénarisation pédagogique. Le point commun, c'est que dans tous les enseignements, il va y avoir 2 devoirs intermédiaires corrigés, souvent au format d'anciens partiels, pour vous permettre de vous préparer à la manière dont vous allez être évalué et de vérifier si vous avez bien compris les attentes. Au niveau master, c'est important parce qu'on n'est plus dans une logique de connaissance, mais plus de compétences. Voilà, tel enseignant va me demander une étude de cas, pour tel autre, ça va être un QCM, d'autres des exercices de tel type et tel type, et d'où l'importance, dans un premier temps, de passer du temps à comprendre les cours, à s'entraîner, et effectivement, surtout ensuite, s'entraîner pour avoir un feedback et un retour des enseignants. Ces devoirs intermédiaires donc, font l'objet d'une correction individuelle par les enseignants, pour les étudiants qui les ont remis dans les temps, et il y a effectivement des classes virtuelles aussi pour les corriger. Donc à part un cours, les classes virtuelles, elles sont là pour organiser, animer le cours. On ne fait pas cours dans les classes virtuelles. C'est tout ce côté asynchrone, et effectivement, il faut que ça corresponde à ce que souhaitent les étudiants. Ça correspond en général assez bien à des étudiants qui ont envie de travailler à leur rythme en fonction du temps qu'ils ont disponible, parce qu'à côté, ils font d'autres choses. Et ça demande effectivement de l'autonomie de l'organisation et également des capacités de communication, j'en parlais. C'est vraiment important parce qu'à distance, il faut casser la distance justement pour réussir et puis maintenir un lien pédagogique, social avec les camarades, avec les enseignants. D'où l'importance de ces classes virtuelles. Et également beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu par email et aussi dans les réseaux sociaux des étudiants. Ça, c'est important parce qu'il y a une communauté qui se crée des étudiants et il se passe des choses bien qu'on soit à distance. Ou justement, parce qu'on est à distance, c'est important d'avoir ces liens. Et effectivement, lors des examens qui ont lieu sur place, je vais en parler dans le slide suivant, là, les étudiants se rencontrent et ça permet aussi de fédérer et de mettre des liens dans la promo. Donc, je vous présente à présent le calendrier indicatif de la formation. Les candidatures sont calées sur les dates de mon master. On va faire probablement uniquement la phase principale. Je ne pense pas que cette année on ouvrira la phase complémentaire, parce que l'année dernière, aucun étudiant recruté en phase complémentaire n'a rejoint la formation. C'est quand même un projet assez spécifique, l'EAD, et c'est quelque chose qui se prépare, et notamment, on va en tout cas tester ça. Donc, je conseille vraiment de candidater
d'abord et avant tout sur la phase principale. C'est très très aléatoire la phase complémentaire. Donc sur mon master, l'année dernière on a eu 700 candidatures, donc ensuite il faut faire effectivement du tri. J'ai fait une centaine d'entretiens de sélection et ensuite les étudiants ont été classés et ont pu être appelés. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, et notamment sur quels sont les critères de sélection. Sur les dates, on commence début octobre, on travaille jusqu'à janvier. En mi-janvier, on a une première semaine d'examen sur place. Les examens ont lieu uniquement sur place à la faculté, il n'y a pas de possibilité de délocalisation. C'est, on va dire, le point de contrainte principale de la formation, c'est d'être disponible pour ces examens. Mais pour nous, c'est important parce que déjà, on rencontre les étudiants, et c'est aussi la garantie de la qualité du travail des étudiants en conditions réelles, comme dans les parcours du présentiel. Le second semestre a lieu de fin janvier, début février jusqu'à la mi-mai. Et là, on a encore une semaine d'examen pour les examens du second semestre. Et si vous êtes concerné, on a une seconde session qui a lieu fin juin, début juillet. Là, c'est le rattrapage pour toutes les matières qui sont concernées. Donc sur ce slide, vous verrez le programme avec les cours qui sont proposés sur les 2 semestres. Donc évidemment, le master étant généraliste, on a des cours qui vont balayer les grands domaines et qui vont approfondir ce qu'on a vu effectivement sur la L3. En L3, on est plutôt sur les grandes fonctions de l'entreprise, et là, on va un peu plus loin, notamment dans ce qui est management, organisation, gestion, et avec vous allez le voir dans le slide suivant, des cours en bleu. Là, ce sont les nouveaux cours introduits cette année pour la rentrée 2026, qui vont être plus en lien avec les métiers. On a des cours déjà sur l'entrepreneuriat et la gestion de projet, et on a introduit un cours sur les métiers du conseil, notamment parce que pas mal d'étudiants et d'anciens étudiants nous ont dit que finalement le M1 était vraiment pertinent pour aller travailler dans ce domaine du conseil. Alors évidemment, avec l'IA, il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine, mais ça nous paraît intéressant, déjà de pointer un peu vers les domaines qui pourraient être pertinents, et les métiers visés. Les métiers, évidemment, vous les retrouverez en regardant les M2 que vous pouvez faire ensuite. Il y a aussi au second semestre le thème de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est important là aussi de vous former sur ces points. Et donc, on a introduit ce cours au deuxième semestre. Il y a donc au deuxième semestre également le choix entre réaliser un mini-mémoire de recherche, donc une vingtaine de pages, ou un e-portfolio de compétences. Là, l'idée, c'est effectivement d'être sur une logique un peu de bilan de compétences. On a des étudiants en EAD qui ont des compétences à valoriser par leurs expériences variées à l'extérieur de la formation. On a des sportifs de haut niveau, on peut avoir des artistes, des militaires, des pompiers volontaires, des étudiants qui travaillent, des entrepreneurs, etc. Donc dans toutes ces activités, il y a des compétences qui sont développées. Et l'idée de ce e-portfolio, évidemment ça reste un exercice académique, c'est de prendre la grille des compétences du master, de la mention de master, et de montrer dans quelle mesure, par vos expériences, vous avez commencé à construire ces compétences. L'idée donc c'est qu'on ne revalide pas ce qui a été validé dans les modules, dans les cours, mais c'est bien dans les expériences des étudiants. Et dernier point, on ajoute en 2026 les yeux libres. Je vais expliquer ça sur la slide suivante. Donc ici, on voit la maquette détaillée, notamment avec les blocs de compétences et de compensation. Donc un premier bloc qui est sur les compétences fondamentales de la stratégie du management. Le deuxième dont je parlais avec les compétences métiers, et notamment les 2 nouveaux cours. Et le BCC3 avec les compétences transverses, où on retrouve aussi un certain nombre d'éléments. L'idée en master, c'est que chaque bloc doit être validé à 10. Voilà, donc il n'y a pas de compensation entre les blocs. Et il y a des notes planchées pour chaque matière à 7 sur 20. Donc il faut minimum 7 par matière et minimum 10 à chaque bloc. Donc vous voyez que les règles de validation commencent à être un peu plus rigides qu'elles ne l'étaient en licence. Et je le répète, je l'ai dit dans le début de la présentation, pour les étudiants qui souhaitent étaler la progression sur 2 ans, eh bien il faut valider 30 ECTS la première année. Donc ça peut être 6 matières à 5 ECTS, ou des matières réparties dans différents blocs. Les yeux libres pardon, que vous voyez ici,
sont en fait, permettent aux étudiants d'aller suivre des cours en ligne, des MOOC, des cours dans le cadre de l'université européenne EUGLO notamment, qui voilà, sont proposés aux étudiants. Et ça, on expliquera tout ça évidemment aux étudiants en cours d'année. Donc avant de conclure, quelques mots sur les critères de sélection. J'expliquais tout à l'heure que pour les 50 places, on a reçu l'année dernière 700 candidatures et le chiffre a tendance à augmenter chaque année sur mon master. Alors évidemment, toutes les candidatures ne sont pas forcément ciblées pour l'enseignement à distance et notamment les étudiants n'ont pas aussi tous les prérequis. Donc forcément, il y a un premier tri de candidatures et je vous ai indiqué là les critères. Donc effectivement, en EAD, ce qui va être vraiment important, c'est est-ce que le projet de suivre une formation à distance, il est cohérent et il est pertinent. Notamment, est-ce que vous allez avoir le temps de consacrer notamment les 20 heures nécessaires, sachant qu'en M1, on peut rester que 2 ans. Donc voilà, il faut être sûr la première année de quand même pouvoir au moins valider 30 ECTS. C'est un projet qui a un investissement financier, mais aussi un investissement en temps. Donc ça doit vraiment bien se réfléchir. Effectivement, il faut être motivé et avoir les compétences aussi pour étudier à distance. Et au niveau M1, des prérequis solides en gestion. Clairement, on ne prend pas d'étudiants qui n'ont pas suivi de cursus de gestion au préalable. Des étudiants qui viendraient d'autres disciplines, on va plutôt leur demander d'abord de faire la L3 gestion pour construire un peu les bases et pouvoir réussir dans le M1. Tout ça, ça vient aussi d'une analyse sur plus de 10 ans des profits des étudiants et de ce qui va expliquer leur réussite. Et donc je parlais aussi de ces compétences pour étudier à distance, c'est notamment voilà, pouvoir travailler en autonomie, s'organiser, et très important, il va souvent y avoir des petits couacs à distance, c'est pas aussi fluide qu'en présentiel, et donc c'est important de pouvoir bien communiquer et de résoudre les problèmes, de co-construire un peu ensemble, et ça, voilà, cet état d'esprit, ces compétences, c'est vraiment important en entrée. Et puis aussi, vous allez pouvoir expliquer en sortie de master à distance que justement, vous avez développé aussi d'autres compétences. Il y a souvent la question de est-ce qu'un master à distance, c'est aussi bien qu'un master classique? Évidemment, voilà, je suis pas forcément objective, mais les faits montrent que oui, c'est au moins aussi bien, voire plus, parce que ça montre aussi d'autres compétences, et puis les étudiants vont pouvoir développer plein de choses par ailleurs qui vont être valorisables dans un dossier. Il faut se dire que pour les candidatures en M2 notamment, voilà, il y a beaucoup de collègues qui apprécient les profils atypiques et la variété des compétences. Donc sur la procédure de sélection, une fois que voilà, on a vérifié tous ces éléments, donc les prérequis, le projet, etc., il y a une centaine d'entretiens à peu près qui sont organisés. En général, quasiment tous les étudiants qui passent en entretien sont classés sur mon master. Et sur les dernières années, on avait pu appeler finalement tous les étudiants parce qu'il y a de multiples candidatures. Et le fait aussi que cette formation soit à distance avec des frais spécifiques, ça la rend quand même singulière. Donc c'est voilà, on a quand même déjà, on arrive assez facilement à repérer les candidats qui seraient vraiment adaptés. Attention, je le disais tout à l'heure, je pense que cette année, on ne fera pas de seconde vague, de seconde phase de candidature sur mon master, parce qu'elle n'avait pas été fructueuse l'année dernière, et donc on va se concentrer principalement sur la première phase. Juste un mot pour finir, ces critères, ils sont pertinents parce que voilà, une fois qu'on a vérifié que l'étudiant avait un projet cohérent, avait les prérequis, pouvait étudier à distance, vraiment, après, la balle, elle est dans le camp de l'étudiant, c'est-à-dire que ce qui va expliquer qu'il réussit ou non, c'est vraiment le temps que l'étudiant ou l'étudiante va passer à travailler. Donc nous, on fait notre part de travail avec la sélection, on propose le cadre, et après, évidemment, la balle est dans le camp de l'étudiant qui doit se donner les moyens de réussir son projet. Donc j'en ai terminé pour ces éléments de présentation. Vous avez mon mail ici si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter en amont des candidatures, en particulier pour les étudiants qui seraient en reprise d'études, parce que c'est vraiment important qu'on en discute en amont, et notamment pour ceux qui ne viendraient pas de cursus de gestion, qu'on vérifie si un accès en M1 est possible, ou s'il ne serait pas préférable de d'abord candidater sur la L3 gestion des entreprises et organisations. Et là, le calendrier nous le permet, puisque pour les candidatures en licence EAD, voilà, on sera sur e-candidats et les candidatures ouvriront vers fin mai, début juin. Donc il y a toujours la possibilité voilà, de réorienter la candidature sur la L3. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas voilà, à me contacter si vous avez des questions. Au revoir.